Docteur Alfred Dessaïs, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Docteur Alfred Dessaïs, enseignant de droit et relations internationales. Vous êtes docteur en relations internationales. Vous êtes ancien secrétaire de la Commission des droits de l'homme au sein de l'ONU. Vous faites partie de ce courant des intellectuels bien connus dans le domaine de droit international qui ont milité et qui continuent de défendre cette idée de la démocratisation de l'ordre international des droits de l'homme, initiative qui a été initiée par l'ancien secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan. Monsieur, docteur Alfred Dessaïs, j'aimerais bien évoquer avec vous ces questions concernant la décision de la Cour de justice internationale concernant la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël, accusation basée sur le génocide contre la population palestinienne. Comment vous avez reçu la décision de la Cour de justice internationale? Est-ce que ça a été satisfaisant pour vous? Est-ce que ça a été décevante pour vous, surtout au niveau de la protection des personnes civiles et aussi au niveau de l'enquête et de prévention contre le génocide? La Cour aurait bien pu aller plus loin. Je crois que la Cour avait suffisamment de données, suffisamment d'évidence pour demander un cessez-le-feu immédiat parce que lorsque nous parlons maintenant, pendant que nous parlons maintenant, les génocides continuent. Et le but de la Convention contre le génocide de 1948, c'est surtout la prévention. Et si le génocide est en cours, c'est vraiment absolument impératif de l'arrêter. Alors, ça ne veut pas dire que si la Cour avait ajouté une demande dans l'ordre de mesures provisoires, si la Cour avait dit clairement qu'un cessez-le-feu était obligatoire, je ne dis pas que ça aurait terminé l'agression israélite. Alors, on a un mégalomane, Benjamin Netanyahu, premier ministre d'Israël, aussi le président d'Israël, Isaac Herzog, veut détruire pas seulement Hamas, il utilise la caricature de Hamas et l'idée que tous les Hamas sont de terroristes. On utilise ça pour essayer de blanchir le crime. C'est pas tout Hamas, tout Palestinien, Arabes, musulmans, chrétiens sont considérés par le gouvernement israélien et le président israélien qui a été reçu à bras ouverts à Davos comme des criminels à éliminer. Tous les Palestiniens, des chrétiens, des musulmans et tout. Oui. C'est à cause de ça que l'article 2 de la Convention contre le génocide a été satisfait. Alors, le président, le premier ministre, bien de ministres et de généraux, de militaires israéliens ont prononcé des propos qui prouvent l'intention de détruire en partie ou totalement une groupe. Les groupes, ce n'est pas les Hamas. Les groupes, ce sont les Palestiniens. Alors, les États-Unis, l'Europe, surtout le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, sont tous complices
l'article 3, paragraphe E, nous rendent complices dans le génocide. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une responsabilité pénale et une responsabilité civile de la part de Joe Biden, Anthony Blinken, Rishi Sunak, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, etc. Bien sûr, la Cour pénale internationale, selon le statut de Rome, a juridiction seulement envers les États qui ont ratifié le statut de Rome. C'est-à-dire, c'est pas possible de poursuivre. On peut investiguer les crimes d'agression, article 6, les crimes de génocide, article 6, les crimes contre l'humanité, article 7, et les crimes de guerre. Tout ça peuvent être investigués par la Cour, mais ils pourront condamner ou demander un arrêt contre seulement le politicien comme Rishi Sunak de l'Angleterre, parce que l'Angleterre est un État partie du statut de Rome. Mais revenons sur la Cour de droit international, parce qu'il y a deux cas qui simultanément marchent. On a les cas présentés les mois de décembre 2023 par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. Ces cas-là, c'est le cas où les 17 juges, par un vote de 15 contre 2 ou 16 contre 1, ont décidé de prononcer un ordre de mesures provisoires. Lorsqu'on lit le texte de l'ordre, c'est un texte très bien étayé, et c'est absolument cohérent. Par contre, la réaction internationale a été mixte. Bien sûr, les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni ont rejeté cette décision de la Cour. Et vous savez, les États-Unis et l'Europe sont en train de perdre toute leur crédibilité. Alors, les États-Unis et l'Europe, avec une machine de propagande vraiment très forte dans tous les pays du monde, hein, pas seulement dans les États-Unis et l'Europe, parce que nous contrôlons, lorsque je dis nous, parce que je suis citoyen américain, le establishment occidental contrôle Reuters, AP et bien sûr un grand nombre de services d'information qui sont utilisés par tout le monde, sont utilisés par Al Jazeera, sont utilisés par les Africains, par les Asiatiques, etc., etc. Et là, bien sûr, il y a le problème de la propagande. Mais en dépit de cette énorme propagande, la plupart des États dans l'Amérique latine, des États africains et des États asiatiques supportent la Cour internationale de justice. Je vous peux lire toute une série des États, c'est intéressant de savoir quels États se sont déjà prononcés en faveur
de la plante de l'Afrique du Sud. Par exemple, euh, le Nicaragua, Venezuela, Cuba, la Bolivie, la Malaisie, la Turquie, la Jordanie, le Bangladesh, les Maldives, la Namibie, le Pakistan, la Colombie, le Brésil, la liste est énorme. Alors, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit qu'une majorité mondiale se rebelle contre le contrôle médiatique et contre le contrôle cognitif de l'Occident. Alors, l'Occident, pas seulement a perdu euh, cette illusion de la supériorité morale, ils sont devant tout le monde en faillite morale, en banqueroute morale. C'est quelque chose de intéressant d'observer et voir aussi qui sont les États qui ont osé se dresser contre les États-Unis et contre Israël. Le deuxième cas contre Israël, c'est le cas devant la Cour pénale internationale. Et qui a présenté les cas? L'Algérie, le Djibouti, le Bangladesh, la Bolivie, Comoros et l'Afrique du Sud. Alors, moi, je m'attends bien sûr à des conséquences économiques contre ces États, parce que c'est une question de colonialisme, c'est une question de néocolonialisme et de impérialisme. Euh, dans le dernier demi-siècle, les États-Unis et les Occidents, même s'ils ont abandonné le colonialisme officiel, parce que le processus de la décolonisation a commencé déjà pendant les années 50, s'est poursuivi pendant les années 60, 70, etc., etc. Mais les traités, les commissions qu'on avait données aux investisseurs américains et européens sont toujours là. L'exploitation de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, pas seulement de l'Afrique subsaharienne, euh, ça continue. Mais les gens, peu à peu, se sont réveillés. Et maintenant, ils se rebellent. Alors, c'est quelque chose de très important du point de vue géopolitique que l'Afrique du Sud ça considéré suffisamment fort pour faire le challenge contre les États-Unis et contre Israël. Et heureusement, il gagne dans la Cour internationale de justice. Alors les États-Unis eux-mêmes, les Occidentaux eux-mêmes, se sont mis dans une position vraiment impossible de défendre. Ils vont perdre. Et c'est une question aussi de la perception de cette réalité. On n'a pas encore, si vous habitez aux États-Unis, si vous lisez la presse aux États-Unis, euh, vous ne rendez pas compte de cette révolution cognitive dans le monde contre les États-Unis et contre l'Europe. Parce que une grande partie de la population occidentale croit la propagande que nous avons produite. C'est-à-dire la plupart des Américains, et j'ai pas mal des amis qui sont professeurs à Georgetown, à Columbia University, University of Chicago, University of Illinois. Il y a énormément de professeurs qui n'ont pas arrivé à se libérer
des illusions et de la propagande dans laquelle ils ont vécu toute leur vie. Il y a bien sûr des grands noms. Il y a John Mearsheimer à Chicago. Il y a Jeffrey Sachs à l'Université de Columbia à New York. Il y a Francis Boyle à Illinois. Il y a Stephen Kinzer à Brown University, etc., etc. Mais ils sont toujours une minorité. Ce qui est important, qu'il y a aussi des voix de politiciens qui se prononcent en faveur de la Cour internationale de justice et contre les crimes commis à notre nom. Ce que je dis toujours, et depuis très longtemps, depuis la guerre de Vietnam, lorsque j'étais un teenager et j'ai commencé à démontrer, à manifester contre la guerre en Vietnam, la parole, c'était toujours not in my name. Vous ne pouvez pas faire ça à mon nom parce que vous êtes en train de me rendre complice dans un crime contre l'humanité ou dans un génocide. Et vous savez, si vous avez suivi la dernière allocution de un candidat à la présidence aux États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., c'est le fils de Robert F. Kennedy qui a été assassiné en 1968. Je crois qu'il aurait été élu président s'il n'avait pas été assassiné. En tout cas, il y a bien des possibilités maintenant qu'il faut utiliser. Alors, j'ai pris à tout le monde, ne laisse pas cette opportunité disparaître sans conséquence. Alors, maintenant, c'est le moment pour l'Assemblée générale des Nations unies d'invoquer le précédent de la résolution qui s'appelle Uniting for Peace. Puisque les États-Unis ont abusé du droit de veto dans les conseils de sécurité systématiquement, ils ont utilisé le veto pour protéger Israël de toute sanction des Nations unies. À 39 fois, ils ont prononcé le veto pour protéger Israël et pour protéger des responsables israéliens qui ont commis des crimes contre les populations. Alors, bien sûr, c'est honteux, mais les médias ne vous disent pas ça. Hein? Vous ne lirez ça jamais dans le New York Times ou le Washington Post ou le Wall Street Journal ou dans le BBC, etc., etc. Alors, la propagande et la indoctrination continue, c'est-à-dire chaque Américain est censé d'être convaincu que nous sommes les bons et que les Palestiniens sont les mauvais. Alors, on a inversé les rôles. Et lorsqu'on parle de inverser les rôles, je vous donne un exemple classique dans la situation à Gaza. Les Israéliens et les Américains parlent seulement du droit, soi-disant, de la autodéfense, article 51 de la Charte des Nations Unies. Bien sûr, s'il y a une attaque militaire d'un État contre un autre État, on a le droit de autodéfense, sans doute. Mais Gaza n'est pas un État. La Palestine n'est pas un État. Elle n'est pas l'État justement parce que l'Israël et les États-Unis ont bloqué cette possibilité. Il s'agit de territoires occupés.
dans les territoires occupés, le pouvoir qui occupe a une obligation de tout faire pour protéger la population. Et qu'est-ce que Israël a fait depuis 1967, depuis la guerre de 1967? Ils ont volé le territoire des Palestiniens, ils ont détruit les maisons des Palestiniens, ils ont installé des colons, tout contraire à la Convention de Genève de 1949, quatrième convention, article 49, qui interdit, expressis verbis, l'éviction ou l'expulsion de la population locale, c'est-à-dire d'une épuration ethnique, ce qui marche en principe pas seulement depuis 1967, ça marche depuis 1947. Mais l'épuration ethnique est interdite et l'installation de colons est interdite. Alors tout ça, dans le droit international, veut dire qu'il y a une obligation de l'État d'Israël de faire ce qu'on appelle restitutio in integrum. Il doit retourner les territoires qu'ils ont volés des Palestiniens, parce que c'était un territoire palestinien, toujours. Ils ont habité là depuis des millénaires. Ils ont volé le territoire et ils ont expulsé la population. C'est un crime contre l'humanité. L'expulsion d'une population, c'est un crime contre l'humanité selon la définition de l'article 7 du statut de Rome et aussi selon le précédent, selon le jugement du tribunal de Nuremberg de 1946. Alors, du point de vue du droit international, la situation est assez claire. Mais le droit international, même s'il doit être appliqué d'une façon uniforme pour tout le monde, ce n'est pas le cas. Vous le savez, le droit international a été politisé d'une telle manière que les États occidentaux ont eu en principe une impunité totale depuis toujours. Mais ça se termine maintenant. On n'a pas encore compris qu'il y a eu un changement tectonique dans les relations internationales, que le monde n'est plus un monde unipolaire et que la Chine, les Indes, l'Afrique se sont réveillés et qu'ils demandent aussi diriger les affaires du monde. Bien sûr, comment le diriger? Par les Nations Unies. On a le mécanisme, on a la structure, mais c'est pour ça que les États-Unis ne veulent plus la Charte des Nations Unies. C'est pour ça que Anthony Blinken nous parle toujours de ce qu'il appelle le Rules-Based International Order, parce qu'ils veulent rules, mais américaines. Les rules devraient être américaines, pas les rules des Nations Unies, pas les normes qu'on a fixées dans la Charte des Nations Unies. Alors, on va voir
si Al Jazeera et la presse dans les États de l'Afrique du Nord, Algérie, le Maroc, la Tunisie, euh, euh, s'ils veulent continuer à permettre que Reuters et que AP et les autres services nous disent des mensonges. Comme vous savez, il n'y a pas seulement le problème de fake news. Et le New York Times nous donne de fake news quotidiennement. Vous avez le problème de fake history, de la manipulation de l'histoire. Vous avez le problème de fake law, de la manipulation de la perception du droit. C'est ça que Israël a fait avec l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Israël prétend que la guerre a commencé le 7 octobre. Alors, Israël ignore complètement qui est l'agresseur et qui est la victime. Israël a été l'agresseur pendant plus de 70 ans. Et les Palestiniens ont été des 75 ans victimes. d'occupation et d'apartheid, 75 ans Oui. Et d'occupation et alors, d'apartheid, oui. et alors, vous savez, beaucoup de résolutions de l'Assemblée générale depuis le temps du colonialisme qui disent très clairement qu'il y a un droit des peuples occupés et des peuples opprimés de se défendre. Et c'est exactement ce que Hamas a fait. Hamas est la victime. Hamas est la victime qui se défend pour demander le droit d'autodétermination. Le droit qui est très bien dans la Charte des Nations Unies, les articles 1, 55, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le pacte euh, international relatif aux droits économiques, socioculturels. Il s'agit de ce qu'on appelle jus cogens. Jus cogens, c'est les droits internationaux péremptoires. Les droits internationaux absolument obligatoires. On ne peut pas s'échapper de ça. Mais c'est la propagande qui essaie de vous donner un narratif qui va vous confondre. Et alors, ça va continuer. Hein? Alors, le New York Times, ça ne va pas disparaître. Et la propagande de Washington et de Londres et de Paris et de Berlin va continuer. Ça, on sait. Mais on peut s'opposer à ça et on peut se baser alors sur les informations qu'on va tirer, par exemple, de Al Jazeera, de CGTN, de Global Times, et c'est une guerre d'information qu'il faut gagner. Et c'est pas maintenant dans les universités si, et je crois que ça se passe tout doucement, que il y a davantage de professeurs qui osent se prononcer en faveur de la Palestine. Ça, c'est plus possible aujourd'hui qu'il y a 2 ans, ou qu'il y a 5 ans, ou qu'il y a 10 ans, parce que la propagande était très bipolaire, était très manichéen. Les Palestiniens étaient définis comme les mauvais, comme les terroristes, comme les criminels. Et tout le monde était habitué à cette dichotomie, cette division du monde
entre les soi-disant démocraties, nous, et les autocraties, alors l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, la Turquie, etc., tous les mauvais. Alors, ça est en train de évoluer. Et comme je vous ai dit, si la perception de la réalité change, aussi la loi change avec. Et alors moi, je suis optimiste parce que maintenant, l'Afrique du Sud a montré qu'on peut se rebeller contre les néocolonialismes des États-Unis et de l'Europe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la résolution 48/7 d'octobre 2021. C'est du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et c'est une résolution d'une importance capitale sur la responsabilité des États impérialistes et colonialistes pour les dégâts qu'ils ont causés en Amérique latine, en Afrique, en Asie, par les colonialismes. Et la Chine a joué un rôle important pour avancer cette résolution. Et il faut faire en sorte qu'on continue la pression et on ne permet pas aux États-Unis et à l'Europe de tourner les tables et d'accuser tout le monde de terroristes. Ça vaut la peine de se rappeler que les États-Unis, Israël et pas mal des États européens considéraient Nelson Mandela un terroriste et considéraient presque tous les politiciens qui voulaient abolir le colonialisme, on les attaquait en tant que terroristes. Alors, c'est la guerre d'information qui a duré assez longtemps, mais que peu à peu a dû céder au mouvement de autodétermination de peuple. Et on ne le lit pas dans la New York Times ou le Washington Post, mais la guerre à Gaza, c'est une guerre sur la autodétermination de la des population, Palestiniens. détermination de destin. Euh, Professeur Dessaïs, vous avez évoqué la réalité et vous avez utilisé ces deux notions, réalité et optimisme. J'aimerais savoir votre point de vue concernant la réaction israélienne juste après la prononciation de cette décision. Juste après quelques heures, euh, après que la Cour de justice internationale a prononcé sa décision, un char israélien a visé avec des tirs directs un centre de formation, un centre de formation de l'UNRWA où il y avait le drapeau des Nations Unies. Ils ont fait 13, 13, 13 victimes entre femmes et personnes âgées et enfants et adultes, sachant que ce centre de formation est transformé depuis quelques mois comme un centre de refuge. Aussi, Israël à Jénine a commis un crime d'État en se permettant de diriger une opération de filtration au sein d'un hôpital, Oui, une opération de commandos pour liquider
une personne handicapée dans une situation d'immobilité. Ils l'ont tué. Ça a été filmé, etc. En plus de ça, juste après quelques heures depuis la déclaration de la décision, une, une équipe de l'ONURWA ont découvert à Khan Younes 30 corps qui ont été ligotés, les yeux bandés et les corps nus qui ont été exécutés en masse. Des hommes, des personnes âgées, 3 personnes âgées de plus de 75 ans, des enfants et des hommes. Est-ce que vous pensez que Israël qui a profité pendant 75 ans de l'impunité, de la protection des États-Unis, va donner une suite favorable surtout à empêcher tout acte de génocide contre la population israélienne. Alors on voit, sans oublier les déclarations juste après, les déclarations de Benjamin Netanyahu qui reflètent le mépris des Nations Unies, le mépris de l'opinion internationale, sans oublier ce fameux ministre Ben Gavir, ce fasciste qui a continué à défendre son idée de la nécessité de faire et de continuer cette politique de déplacement forcé des Palestiniens vers le Sinaï, sans oublier aussi ce fameux ministre des ministres de Finances qui a défendu son idée qui a été exprimée auparavant qu'il a fallu bombarder Gaza par une bombe nucléaire. Sans oublier aussi le suivisme des pays occidentaux comme la France, la Bretagne, l'Allemagne l'Allemagne responsable de la génocide des Juifs, responsable du génocide contre les Africains en Namibie, qui ont aussi approuvé l'Australie, le Canada, qui sont devenus des chiens d'Israël, qui ont confirmé et approuvé et soutenu la décision israélienne d'arrêter l'aide pour l'UNRWA et d'exposer la population, les femmes et les enfants palestiniens à un génocide. Les femmes et les enfants ne trouvent pas aujourd'hui un verre de lait pendant des semaines, etc. Et puis, ils viennent pour nous donner des leçons de droits de l'homme, etc. Mais de quel droit international, de quel droit humanitaire, etc., Mais mon cher ami. justement, j'ai participé dans 3 panels la semaine dernière au Palais de Nations. On avait des réunions au Palais de Nations, au Conseil des droits de l'homme, et on m'invitait à parler sur plusieurs thèmes. Et je vous assure, vous parlez avec le diplomate, vous parlez avec les délégués, et vous vous rendez compte que l'opinion a changé. C'est-à-dire, on ose critiquer les États-Unis, on ose critiquer l'Europe, on ose critiquer la France, la mère des droits de l'homme, etc., etc. Et on les critique avec une sorte de euh, mépris, si vous voulez, des prétentions occidentale sur notre soi-disant supériorité morale. C'est fini avec ça. Et ça, c'est un développement qui est arrivé seulement à cause de toute une série des erreurs que nos gouvernements occidentaux ont commis. Je ne suis pas le premier à le dire parce que je me rappelle déjà, peu après la réaction d'Israël du 8 octobre 2023, que c'était une réaction très semblable à la réaction de hitlériens, de nazis
le mois de mai 1943, lorsque les pauvres juifs du ghetto de Varsovie se sont rebellés. Alors, on avait assiégé le ghetto de Varsovie, on était en train de les affamer, on ne pouvait pas avoir ni la nourriture, ni les médicaments, ni quoi que ce soit. Alors, c'était vraiment déjà la préparation du génocide. Alors, ils se sont rebellés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les nazis les ont exterminés. Et alors, mais si vous lisez ce qu'on avait écrit dans la presse allemande à l'époque, les Juifs étaient les terroristes, les Juifs étaient les mauvais. Et alors, c'était complètement correct pour les nazis de détruire complètement les ghettos de Varsovie. Alors maintenant, la situation est semblable. Les gouvernements israéliens veulent condamner la population à Gaza à la destruction. Et heureusement, il y a pas mal de juifs en Israël, aux États-Unis, qui se prononcent contre le génocide et qui Oui, l'appellent comme le votre génocide. ami Norman Frankenstein, votre ami professeur Ilan Papé, Shlomo Sad, des intellectuels, etc. Oui. Et ils sont des bons juifs. Bien sûr, on les appelle des mauvais juifs. On les appelle, en anglais, il y a une expression, self-hating Jews. Les juifs qui se haïssent eux-mêmes. Pas du tout. Sont des juifs qui ont un compass moral. Sont des juifs qui pensent quelles sont nos valeurs. Alors, est-ce que nos valeurs sont les valeurs nazies, sont des valeurs destruction de les soi-disant ennemis, ou est-ce que nos valeurs sont valeurs humaines, valeurs humanitaires, valeurs de paix, valeurs de coopération, de solidarité, etc., etc. Alors, qui a condamné ce qui se passe? Bien sûr, Noam Chomsky. Qui a condamné ça? Bien sûr, Ilan Pappé. Et avant cette euh, catastrophe à Gaza, euh, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est le livre de l'ancien président américain Jimmy Carter, euh, Palestine Peace, Not Apartheid. Et il a un autre livre que j'aime beaucoup, euh, We Can Have Peace in the Holy Land. C'est un livre que j'ai discuté avec lui lorsque j'étais son invité au Carter Center 2015. Et c'est quelqu'un de honnête. Chez nous, aux États-Unis, il n'y a pas tellement de politiciens que j'appellerais honnêtes. Mais ça existe. Et ça me donne de l'espoir. Voici Jimmy Carter. Il m'a signé pas mal de ses livres. Je vois, comme on dit en anglais, lumière à la fin du tunnel. Light at the end of a tunnel. Les choses vont maintenant dans une direction où les États-Unis et Israël s'enfoncent de plus en plus dans Oui, le swamp. oui. Alors, et ça sera très difficile pour nous d'en sortir. Mais c'est notre faute. C'est la faute des États-Unis, la faute de l'Angleterre, la faute de l'Allemagne. J'imagine qu'il y aura un changement radical
dans les gouvernements de plusieurs États en Europe et bien sûr aux États-Unis. Je ne vois pas aucune possibilité que Joe Biden soit réélu. Euh, qui sera le président? Moi, je ne suis pas ami de Trump. Alors, alors j'aimerais bien quelqu'un comme Robert F. Kennedy Jr. Mais peut-être Trump choisit Robert F. Kennedy Jr. à son vice-président. Ce serait possible, hein? Est-ce que vous pensez que ça veut dire la personnalité peut jouer quelque chose sur la politique étrangère américaine qui a été toujours manipulée et instrumentalisée par un lobby, le lobby sioniste bien Non, connu, l'AIPAC. Il ne faut pas oublier l'AIPAC. Hein. Est-ce que oui, on dit souvent que les présidents américains, ce sont des marionnettes, je m'excuse. Hein. Il y a toujours l'idée du système. oui, moi, je ne pense pas que Trump était une marionnette. C'est pour ça qu'on le déteste tellement. Alors, il y a des idées folles. Il fait des choses qui sont hallucinantes. Par contre, il a eu le courage de dire New York Times, c'est fake news. Il a eu le courage de dire CNN, c'est fake news. Alors, il a le courage de se rebeller contre cet établissement. Bien sûr, il a fait ses courthouse, il a fait ses compromis avec les IPAC, il a fait ses compromis avec Israël. On ne peut pas prendre tout le monde à la fois. Mais je ne crois pas qu'on aurait eu une guerre en Ukraine aujourd'hui avec Donald Trump. Je ne crois pas qu'on aurait eu une guerre contre Gaza aujourd'hui avec un Donald Trump. Je ne crois pas qu'il aurait permis. Donald Trump, c'est le type qui prend le téléphone et peut dire à Netanyahu, stop it. Et il peut faire ça. Je ne suis pas du tout, je n'ai pas l'intention de voter républicain, hein, mais je ne peux pas voter démocrate non plus. C'est le problème de les soi-disant démocraties américaines où vous avez un choix entre, dit-on, la plague et le choléra. Alors, lequel est pire? Tous les deux sont très mauvais. Et c'est ça que j'explique aussi dans mon livre Building a Just World Order. Vous connaissez mes 25 principes de l'ordre international. Que si on allait suivre ces 25 principes de l'ordre international, on aurait l'autodétermination des Palestiniens, on aurait l'autodétermination des Houthis, des Yéménites, etc., etc. Et on doit comprendre que la réalisation des droits d'autodétermination, c'est une stratégie de prévention des conflits. Oui. C'est une stratégie pour ne pas continuer le colonialisme, ne pas continuer un modèle qui est obsolète. Le colonialisme, c'est vraiment quelque chose du passé. On veut toujours encore garder le profit. On veut garder encore quelques éléments du colonialisme, mais ce n'est pas plus. Le monde ne tolère pas ça. Et ce qu'il faut, et j'espère que la presse va continuer, la presse mondiale, je ne parle pas de la presse occidentale, que la presse en Amérique latine, en Afrique, en Asie, qu'elle va soutenir le courage de l'Afrique du Sud, qu'elle va applaudir ce que l'Afrique du Sud a osé faire. Et maintenant, c'est le tour
de l'Assemblée générale. J'ai déjà parlé de Uniting for Peace Resolution. L'Assemblée générale devrait adopter une résolution condamnant le génocide et utiliser le mot génocide, condamnant le génocide à Gaza et demander des États, bien sûr, l'Assemblée générale n'est pas en mesure de euh, faire en sorte que cette résolution soit respectée par tout le monde. Alors, l'Assemblée générale n'a pas ses pouvoirs. Mais l'Assemblée générale, si elle a le courage de dire il faut arrêter le génocide et il faut arrêter les responsables du génocide, c'est-à-dire lorsque un politicien ou un militaire israélien va à l'extérieur d'Israël et donc il va en être France, interpellé. il va Comme ça a été le cas, docteur Dessaïs, du président. Depuis quelques jours, le président israélien a été reçu comme une autorité diplomatique à Davos, hein, sur la terre helvétique, par ce fameux monsieur, le conseiller fédéral, monsieur Cassis, Ignacio connu par ses Cassis. relations étroites avec le lobby sioniste. Ça veut dire un Il est tellement président incompétent. accusé Vous de savez, génocide, il est venu pour justifier, pour se défendre. Voilà pourquoi nous sommes en train de tuer les femmes et les hommes à Davos. Quelle moralité! non, non, c'est honteux. Alors, je considère c'est un malheur. Vous savez que j'ai la nationalité suisse aussi, pas seulement la nationalité nord-américaine. Et en tant que Suisse, j'ai euh, considère que Ignacio Cassis est un incompétent, un ignoramus, un homme qui a fait déjà pas mal de dégâts dans le poste et il devrait se retirer. Mais, hélas, euh, mais il y a d'autres. La Suisse, quand même, elle fait des erreurs, comme tout le monde, mais j'ai l'espoir que la Suisse puisse jouer un rôle de médiation. Alors, la Suisse a une grande histoire et une grande tradition de médiation. Euh, Elle pourrait euh, offrir cette médiation entre les Palestiniens et les Israéliens. Elle a offert récemment une médiation entre les Russes et les Ukrainiens, mais hélas, trop tard. Parce que Mais seulement les Ukrainiens, seulement M. Zelensky qui a été présent. Il n'y avait pas de Russes. On a voulu faire, soi-disant, un plan de paix à commercialiser par M. Cassis sans la présence des Russes. C'est pas c'est ça. risible. C'est absolument risible. Alors moi, C'est la comédie, puisque M. Zelensky, c'est un comédien, c'est la comédie. Oui, c'est j'ai complètement. publié dans le journal des Nations Unies qui s'appelle New Special. C'est le journal du personnel. J'ai publié un article, ça c'était le mois d'octobre dernier, sous le titre A Blueprint for Peace in Ukraine. Alors, mes propositions d'une paix durable de la guerre en Ukraine. Bien sûr, alors c'est complètement différent que les euh, plans de M. Zelensky. Par contre, euh, mon plan s'approche au plan de Ramaphosa, du président de l'Afrique du Sud. Vous savez. L'Afrique du Sud a fait beaucoup récemment
l'Afrique du Sud est allée à Kiev, est allée à Moscou, à présenter un plan de 10 points qui, je considère, était tout à fait valable. Et ils sont, euh, les Chinois aussi. Les Chinois ont proposé 12 points et les 12 points sont complètement compatibles avec la Charte des Nations Unies. Et c'est un blueprint réaliste. C'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. Que le plan de Zelensky, c'est un plan purement propagandiste. Alors, il n'y a personne qui puisse prendre ça en sérieux. Mais alors, comme je vous ai dit, nous, les pays occidentaux, nous sommes en train de nous enfoncer de plus en plus dans une situation irréversible. Hein. Mais Volker Turk, notre haut commissaire aux droits de l'homme, s'est prononcé assez clair, assez bien sur la question de Gaza et sur l'obligation de tous les États de respecter l'ordre de la Cour internationale de justice. Ce n'est pas seulement Israël. Hein. Alors, il y a une obligation erga omnes envers de tout le monde. Il s'agit de la Cour internationale de justice, de l'instance la plus importante juridique du système des Nations Unies qui a le droit de se prononcer pour l'universalité de notre planète. Il n'y a aucun État qui est exclu de cette obligation de respecter les décisions de la Cour internationale de justice. C'est pour ça que je reviens à l'Assemblée générale et je reviens aux États membres de l'Assemblée générale. Je crois que le principe de la juridiction universelle, c'est un principe qui peut être maintenant appliqué pour ne pas permettre les politiciens israéliens ou les militaires israéliens de se déplacer. C'est-à-dire, ils veulent se déplacer aux Andes. Ils vont se déplacer au Mexique. Ils vont se déplacer au Brésil. Ils devraient être arrêtés sur place. Arrêtés et jugés pour génocide. Et chaque État a les droits de faire ça dans les droits internationaux. C'est reconnu, ces principes de la juridiction universelle, puisque les États-Unis vont continuer à protéger Israël avec le veto au Conseil de sécurité. C'est maintenant l'obligation de chaque État membre des Nations Unies de faire en sorte que la décision de la Cour internationale de justice soit respectée. Et ça peut être, dit-on, encore plus conséquent lorsque l'Assemblée générale vous encourage à faire ça. Alors, je dirais, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, le Kenya, l'Algérie devraient présenter une résolution à l'Assemblée générale qui dise exactement ça. Chaque État membre des Nations Unies doit faire en sorte que la décision de la Cour soit respectée et ça comporte des actions de boycott du commerce israélien, du boycott de El Al Airlines, de la compagnie. L'aviation israélienne, oui. Oui, de ne pas donner alors
l'autorisation d'atterrir dans votre territoire. Un État a cette droit. Oui, Un État peut dire, je ne autorise pas que un de recevoir. navire israélien vient se poser sur mon territoire Oui, jusqu'à le génocide se termine. Ça, c'est légitime, c'est légal. oui. Professeur Dessayes, merci d'avoir accepté avec nous. Je vous laisse le mot de fin pour cette mission riche par un technicien des droits de l'homme, un technicien et un militant des droits de l'homme. C'est à vous de nous dire votre mot de fin. Votre mot de fin, c'est la paix. Il faut agir pour la paix. Il faut ouvrir pour la paix. Mais ça comporte aussi, il faut demander de nos gouvernements, soi-disant gouvernements démocratiquement élus, qu'ils font ce que nous voulons. C'est le peuple qui est le souverain. Il doit servir le peuple, pas décider sans nous consulter. On va continuer à financer un gouvernement génocidaire. Parce que si nous permettons que notre gouvernement finance la guerre contre le peuple palestinien, nous sommes complices. Nous avons une responsabilité pénale. Et c'est pour ça que j'aimerais bien voir des millions, pas seulement des milliers, des millions de citoyens qui sortent dans la rue et qui protestent contre la farce de la presse, contre la farce de New York Times et Washington Post et CNN, et cette narrative mensongère qu'on nous donne à lire tous les matins ou tous les après-midi. Merci infiniment, docteur Alfred Dessayes, l'enseignant de droit et relations publiques internationales et l'ancien secrétaire de la Commission internationale des droits de l'homme. Je vous remercie. Je vous appelle tous à soutenir notre chaîne qui est en train de subir de l'harcèlement, de l'intimidation, aussi de menaces, de liquidation physique. Je vous remercie. Rien que de la vérité et pour la vérité, c'est notre engagement. À la prochaine rencontre et merci infiniment. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au Et revoir. merci. Merci. Shukran. Shukran. Au revoir.